Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir, bonjour, Gérard Vaudan, accompagné de son inénarrable teneur de micro, roi du studio volant, Jean-Louis Roumégas. Jean-Louis. Ouais, je suis réduit à bien peu de choses. Oh non, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Alors, avec nous, chers auditeurs, nous avons Pierre Brabant de la Fondation Polémia. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous les auditeurs. Et auditrice. Et auditrice. Et également Xavier Aimant. On vous présente comment, Xavier ? Comme vous voulez. Journaliste indépendant, c'est pas mal. J'aime bien ce... Voilà, ça va ? Non ? Impeccable. Donc Xavier Aimant, journaliste indépendant. Et chers auditeurs, nous sommes donc, après cette formidable journée, la 7e du genre, de la journée consacrée à la défense culturelle. Jean-Louis, ce micro est prêt, là, il me fait peur, dites donc. Non ? Vous êtes sûr ? Non, pas plus que d'ordinaire. Donc, 7e journée organisée par la Fondation Polémia autour de la bataille culturelle. Alors, mon cher Pierre, vous êtes un des organisateurs de cette journée. J'ai envie de vous demander, pour commencer, d'abord, depuis combien de temps vous êtes dans les rangs de la Fondation Polémia ? Depuis à peu près 7 ans, depuis qu'on organise ces journées de réinformation. Donc, il y a eu plusieurs thématiques abordées, la tyrannie médiatique, la tyrannie publicitaire. C'est largement porté par Jean-Yves Le Gallou, que tous les auditeurs et auditrices connaissent bien. Il était temps d'aborder cette thématique de la bataille culturelle en faisant le constat qu'elle était aux mains de nos ennemis, qu'elle avait été en grande partie gagnée, mais que les choses bougeaient. Notamment, comme cela a été évoqué dans la dernière table ronde de la journée, à l'occasion de la manifestation pour tous, on a pu voir les prémices d'une jeunesse qui essayait de renverser la table et qui avait compris qu'il y avait des codes culturels à se réapproprier. Donc il était temps d'aborder ce sujet avec des thématiques plus classiques dont on a entendu parler, comme l'art caché, la finance dans l'art qui fait l'imposture de l'art contemporain. Mais on a pu, lors de cette journée, aborder des thématiques plus nouvelles qu'on n'entend pas toujours, comme les traditions vivantes. Portées brillamment par Gabriel Robin. Où se cachent ces traditions ? Est-ce qu'elles ont totalement disparu ? Ou est-ce qu'en étant attentif, on peut en voir une sorte de permanence ? Et à ce moment-là, quel est, nous, notre rôle en tant qu'éveillés, éveilleurs, quand on mène la bataille culturelle ? Comment on peut voir les reliquats de ces traditions ? Est-ce que c'est un appui pour mener la bataille culturelle ou pas ? Donc beaucoup de choses. Ensuite, ces journées de réinformation sont toujours bâties un petit peu sur le même modèle, avec, une fois de plus, comme le dit Jean-Yves Le Gallou, des réunions mammifères. On connaît la force d'Internet et du virtuel, c'est bien de se voir. C'est bien de se voir, il y a beaucoup de moments d'échange, à la fois dans la bibliothèque de la Sainte-Donnetière, où on peut acheter des revues, des livres, une façon évidemment importante de mener la bataille culturelle, la lecture. Il y avait la revue Livre Arbitre, mais aussi les affiches, on en reparlera, qui ont été créées à l'occasion par 5 illustrateurs. Donc toujours on a ce souci que les gens se rencontrent, et que ces journées soient vraiment l'occasion de porter un message qui soit repris par les gens dans la salle. Que chacun reparte chez lui en se disant « Tiens, j'ai peut-être une petite flamme à allumer à ma façon, dans mon association, dans mon groupe politique, dans mon travail, dans ma famille. La tyrannie publicitaire, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'ai peut-être... essayer de structurer ma vie, mon combat autrement maintenant que j'ai ces armes, ces cartouches intellectuelles. » Donc on essaye de s'adresser à la salle comme à des éveilleurs, des éveillés potentiels. Alors, Polémia existe quand même maintenant depuis quelques années, puisqu'on s'en souvient, c'est une des météorites, une des comètes nées de la fin du MNR, globalement. Au début, la fondation a commencé petitement. Donc c'est pas, on peut le dire. Aujourd'hui, il y a quand même 2 rendez-vous majeurs qui sont les Bobards et les journées donc, de la réinformation. Est-ce que globalement, cette apparence de succès et d'emprise en fait, et
on va dire, d'évolution positive de la Fondation est réelle. Est-ce que globalement, en effet, on peut dire que globalement, la Fondation Pollemia atteint quand même très largement une bonne partie de ses objectifs? En partie, je dirais. On peut citer dans les victoires justement l'idée de travailler en réseau et de façon organique. Donc, dans le sillon de la Fondation Pollemia, vous avez cité les Bobards d'Or, mais il y a eu la création de l'OGIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, un certain nombre d'initiatives dans la réinfosphère, autour du bulletin de réinformation de Radio Courtoisie, d'un certain nombre de blogs, etc. Donc, on creuse le sillon. Les objectifs ne sont pas toujours marqués noir sur blanc, hein, faut être clair, mais on avance sans attendre salaire ou récompense. On avance, on diffuse au maximum les idées, on mène avant tout la bataille des idées, la bataille du vocabulaire. Il faut dire que la Fondation Pollemia sort régulièrement, au moins une fois par an, des petits dictionnaires sur la novlangue, des livres importants de cadrage justement sur l'impact de la publicité, des médias dans notre monde. Donc on s'est quand même spécialisé dans un certain nombre de thématiques, ce qui n'empêche pas la Fondation de se positionner sur des sujets plus géopolitiques. Bon, là, par exemple, sur le conflit en Ukraine, certains ont reproché d'entendre que certains sont de cloche. Voilà, Polemos, la polémique, l'art du conflit est au cœur de la Fondation. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir débattre, que les idées s'affrontent dans un monde où il est interdit de penser et de s'exprimer. Donc ça, c'est un objectif et je pense en grande partie réussi. Ça accompagne la libération de la parole, de notre parole en France. Il y a eu du débat aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup dans les coursives, je dirais. Il y a eu des questions importantes, des questions dans la salle, des gens qui étaient un peu désappointés par les interventions, notamment celles sur les traditions vivantes. Mais dans l'ensemble, la salle était assez acquise. Donc, je pense que l'efficacité de cette journée va beaucoup se faire sur, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, des gens qui vont essaimer, à qui on a donné des cartouches dans la bataille culturelle. Alors, vous parlez justement de Gabriel Robin et de son intervention sur les traditions vivantes. Eh bien, écoutez, mon cher Pierre, je crois que c'est une belle transition, car nous allons lui laisser la parole. Aujourd'hui, nous sommes place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de Paris. Et nous sommes à la 7e journée de Pollemia. Alors, nous avons avec nous tout un parterre de stars, mon cher Jean-Louis, n'est-ce pas ? Oui. Non, ils sont tous venus dans une ambiance quand même. On a l'impression de faire 200 ans en arrière, là, hein, parce que très, très napoléonien, l'hôtel reçu. Moi, ça me plaît. D'accord. Donc, notre premier invité, c'est Gabriel Robin, que nous avions envie d'interviewer depuis longtemps. Donc, vous allez le voir à son accent, hein, il vient du Sud. Vous pouvez vous présenter rapidement, Gabriel ? Oui, écoutez, je m'appelle Gabriel Robin, j'ai 29 ans. J'écris pour Boulevard Voltaire, notamment, très régulièrement, 4-5 fois par semaine, petite gymnastique intellectuelle et réactive. Autrement, j'ai écrit un essai qui n'est pas encore publié. Voilà, je crois. Ça s'intitule comment votre essai alors ? Pas encore vraiment de titre, mais disons que le titre est encore en travail, en gestation, mais bon, le matériel est fini. Je vais essayer de le faire préfacer. Voilà, donc je lance un appel. Si quelqu'un d'intéressant peut le préfacer, c'est sur la crise d'identité en général, mais c'est un point de vue non passionnel, raisonné sur ces questions-là, avec une réflexion qui s'inscrit positivement. Donc une réflexion sur l'assimilation notamment, sur les sorties de crise, sur les strates d'identité, sur ce qui se passe aujourd'hui en France et qui est un des points nodals des crises multiples. Je pense que la crise de civilisation est majeure. Et c'est probablement notre crise principale, même si la crise économique qui s'ajoute crée un contexte autant plus explosif, mais ce n'est pas la causalité. Il faut d'abord regarder
c'est une conséquence en partie. D'accord. Bah, on connaît quelques éditeurs. On en a au moins 2 autour de nous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'envisager. Alors, Gérard, normalement Gabriel était là normalement donc, pour une intervention qu'il a faite. Et effectivement, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de l'Institut Polymia, avec comme thématique aujourd'hui la bataille culturelle. Alors ce matin, c'était plutôt axé sur la notion de dictature culturelle. Par contre, vous, Gabriel, vous êtes intervenu cet après-midi plutôt sur la partie renaissance de la culture. Vous aviez notamment une conférence, une intervention intitulée « Le retour des traditions vivantes », mais vous nous disiez hors micro que finalement vous aviez quelque peu dévié par rapport au sujet de départ. En effet, parce que je n'aime pas le terme de retour, puisque les traditions ne disparaissent pas. Par essence, elles continuent. C'est comme un arbre. J'ai cité Frédéric Mistral qui disait les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent le plus haut. Voilà, donc il n'y a pas de retour des traditions vivantes. Ou du moins, si elles ont à revenir, c'est qu'elles ont disparu, et dans ce cas-là, c'est du folklore, c'est plus des traditions. Exactement, et le folklore, c'est mort. Le folklore, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui vit, quoi. Par contre, ce que j'ai essayé d'apporter aussi, c'est de ne pas opposer la modernité à la tradition, parce que le progrès, en quelque sorte, c'est une tradition qui a réussi. La tradition plutôt, c'est un progrès qui a réussi, excusez-moi. Et aussi d'axer le débat sur les différentes formes de tradition, parce qu'il y a aussi une tradition institutionnelle en France, il y a une tradition juridique, il y a une tradition artistique. La tradition, c'est pas uniquement les fêtes de village, même si c'est très important, parce que la tradition, c'est le sentiment, c'est l'intime, c'est aussi le collectif, c'est le profane et c'est le sacré. Donc, je pense qu'on peut résumer comme ça l'objet de l'intervention. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez... quels ont été les points forts? Est-ce que vous pensez globalement que la bataille culturelle peut être gagnée? Évidemment, je pense même qu'on est en train de la gagner. Dans la stratégie napoléonienne militaire, il y a couper les lignes de communication ennemie. Et je pense que l'ennemi n'a plus d'idéologie, n'a plus d'idées, communique mal. Le plug anal géant de 24 mètres de haut, c'est une provocation de trop. C'est cette érection monumentale. Voilà, 24 mètres, c'était trop. 24 mètres, c'était trop. Non, ils ont abusé. 24 mètres en plus, ça va donner des complexes à certaines personnes. Voilà. Halte là. J'ai envie de vous poser une question, mais qui sort un peu du champ peut-être. Mais comment va Boulevard Voltaire depuis le départ entre guillemets de l'ami le grand directeur, le fondateur, Robert Ménard, qui s'est consacré bien entendu à d'autres tâches, puisque il est aujourd'hui maire de Béziers et que donc il avait souhaité se tourner vers son activité principale aujourd'hui, en l'occurrence son activité politique. Il n'y a aucune différence avec la gestion du boulevard Voltaire avant le départ de Robert Ménard. C'est une continuité. Puisque c'est la même équipe rédactionnelle, donc strictement rien n'a changé. Toujours le même principe pour ceux qui veulent s'y essayer. 3000 caractères, un thème d'actualité, essayer de prendre un peu de hauteur, 2 ou 3 idées dedans, du style qui tape un peu parce que c'est court. Et voilà. Et moi, j'encourage les gens à tenter parce que c'est intéressant. C'est une plateforme, c'est une tribune. On peut s'exprimer librement. J'ai jamais été censuré. J'ai toujours dit ce que je voulais. Donc c'est relativement appréciable, assez unique. Et sachant que c'est très lu. Oui, d'ailleurs, en termes de lecture, ça représente quoi comme lectorat aujourd'hui? Sur la moyenne de partage, c'est 1500-2000 partages Facebook en moyenne sur mes articles. Ce qui fait quand même, ça fait du chiffre, quoi. 100 ou 150 sur Twitter. Donc je trouve que c'est quand même, il y a un gros relais. Et en plus, c'est récupéré parfois sur d'autres sites. Donc c'est intéressant pour diffuser des idées, pour commenter l'actualité. Je pense que c'est un peu l'avenir des médias, quoi, cette collaboration entre des professionnels, des non-professionnels. Là-dedans, il y a les germes du futur pour la sphère de réinformation, quoi. Vous, vos champs de compétences, entre guillemets, Gabriel, généralement, vous écrivez sur quoi? Vous êtes sur quel secteur, quel créneau? Un peu sur tout. J'écris des trucs humoristiques parfois, parce qu'il faut bien s'amuser. Hein, il faut bien rire. Le rire
étant la politesse du désespoir. Mais bon, comme je ne suis pas désespéré, je n'écris pas que des choses humoristiques. J'écris aussi sur le droit, sur nos institutions, sur la vie politique. Le commentaire direct de la vie politique, tout parti confondu, sur la construction européenne, sur les problèmes migratoires, les problèmes d'identité. Donc j'essaye de balayer tout le spectre. Même l'économie, j'ai fait un article sur l'euro, mais bon, l'économie abordée sous l'angle juridique. Voilà, plutôt. Pas l'économie pure, puisque je ne suis pas compétent sur ces domaines. Enfin, pas de là à écrire, en tout cas, des articles. Voilà. Très bien, bon, merci et puis bonne continuation. Puis on espère bien vous recevoir pour une vraie émission, entre guillemets, un peu longue lors d'un passage à Paris. Merci à vous, c'est sympa. Merci. Alors, mon cher Pierre, hors micro, nous évoquions cette intervention de Gabriel Robin sur les traditions vivantes. Vous souhaitiez intervenir. Écoutez, c'était vraiment une intervention de haut niveau. Alors, c'était une des premières interventions au public de Gabriel Robin, donc on le salue, puisque c'est pas toujours évident. Il est donc très connu pour ses interventions, ses tribunes sur Boulevard Voltaire, etc. L'esprit qui a animé son intervention était, à mon avis, le bon pour cette journée. Non, c'était pas mieux avant. Non, tout n'est pas pourri en 2014 en France. Au contraire, quand on mène la bataille culturelle, il faut voir, il faut essayer de percevoir où se trouvent, on va dire, nos comportements archaïques qui ne meurent jamais, justement, ce qui appartient à la tradition. La tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas, selon la définition, la très bonne définition qu'on a donnée Dominique Vénère. Une fois ce constat-là fait, il faut en tirer les conséquences. Donc, en 2014, en France, où voit-on des créateurs, où voit-on ces reliquats de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et qui nous permettent de contrer la culture officielle qui a deux caractéristiques. Elle est hors sol. On pense qu'on peut créer des œuvres d'art ex nihilo en se détachant totalement de ce qui en fait la racine profonde. Et elle est largement financiarisée, puisque on sait que les artistes sont tous copains avec les grands patrons, et ils jouent un petit jeu pour faire monter la cote. Donc bon, par exemple, le plug anal le sapin de Noël, de la place Vendôme, bon, il est tombé au bout d'un jour. On a quand même de fortes présomptions. Enfin, moi, j'en ai sur savoir qui a fait tomber le plug anal. Est-ce que c'est pas l'artiste lui-même parce que maintenant sa cote, elle a dû monter. Visiblement, il a vendu ça 200 000 euros à la mairie de Paris. Peut-être que maintenant, il va pouvoir les vendre 300 000 euros, ces structures gonflables. Moi, je pensais à un gros gourmand, éventuellement, qui aurait pu la faire tomber, mais bon, après, ou une grosse gourmande, peut-être. Peut-être qu'on aurait pu demander, mon cher Jean-Louis, son avis à notre ami Xavier Aimant, à moins qu'il n'ait pas assisté à cette intervention, l'intervention de Gabriel. Non. Xavier. Non, je n'ai malheureusement pas assisté à cette intervention car je tenais à ce moment-là le stand de Livre Arbitre, justement. Alors, Livre Arbitre était présent. Livre Arbitre est une revue que nous n'avons jamais présentée à nos auditeurs, d'ailleurs. Non, mais c'est pas faute d'avoir dit qu'on programmerait une émission sur ce thème depuis un longtemps, mais on attend Xavier, c'est une danseuse. Mais avec grand plaisir. Je peux juste, avant d'avoir le plaisir de faire cette émission, je peux en dire rapidement deux mots. Donc, Livre Arbitre, c'est une revue littéraire qui se veut non conforme, c'est-à-dire qu'elle va parler de littérature à la fois sous l'angle de la remise en avant d'auteurs oubliés. Et deuxième chose, qui est tout aussi importante, la découverte justement de talents actuels et leur mise en avant dans nos colonnes. Alors la revue existe depuis plusieurs années. Une nouvelle formule a été lancée il y a 5 ans. C'est un trimestriel, on va dire, même si on n'arrive pas toujours à tenir les délais, mais c'est à peu près un trimestriel. Et on essaie justement d'être complètement dans cette idée de combat culturel, c'est-à-dire pas dans la nostalgie,
uniquement, pas dans la muséologie et pas dans le dans le ronchonnage excessif. Il y a en effet encore aujourd'hui des choses qui se font, des choses de qualité, des choses qui sont dans la digne lignée de la grande littérature passée, et il faut les mettre en avant, parce que c'est très difficile aujourd'hui de les discerner, tant la production est importante. Il y a une surproduction de livres en France, on publie beaucoup trop, on publie n'importe quoi, et donc on a en effet l'impression qu'il y a une espèce de colique sans intérêt, que les éditeurs sont devenus incontinents et produisent, excusez-moi du terme, de la merde à jet continu. Mais dans cette masse, en effet, plutôt médiocre, il y a des pépites, et un des rôles de Livre Arbitre, c'est d'essayer de découvrir ces pépites et de les proposer aux lecteurs. C'est une mission importante. Quelques noms de pépites, mon cher Xavier? Alors, à l'heure actuelle, notamment, on en parle dans le dernier numéro, il y a des gens comme Olivier Molin, Benoît Dutertre, Charles Ficat. Nous avons également parlé de... Bon, ça, c'est des gens un peu plus connus, Richard Millet, qui vient de sortir un livre qui est tout à fait intéressant sur le corps politique de Gérard Depardieu, qui est vraiment un livre à lire. Donc il y a comme ça des auteurs, des jeunes auteurs, mais aussi des auteurs plus anciens qui méritent d'être soutenus, et surtout ne pas tomber dans la sinistrose, dans le tout est foutu et tout est mauvais. Mais ça demande un effort, c'est-à-dire que déjà, moi, ce qui m'a toujours un peu chagriné dans ces milieux, c'est qu'on se plaint beaucoup de la destruction de notre culture, de la disparition de nos traditions, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts pour la défendre ou pour la reconstruire. Et on le voit dans la faiblesse des ventes des livres qui sont proposés, la faiblesse des diffusions des revues, etc. etc. Donc c'est aussi, comme le disait Pierre tout à l'heure, à chacun de faire un effort, d'être un éveillé et un éveilleur. Est-ce que votre remarque, Xavier, est-ce que n'est pas à lier, et ça du coup je vais aussi poser la question à Pierre, est-ce que n'est pas lié finalement au décalage qu'on peut ressentir peut-être par rapport à un public dit jeune, et donc la difficulté qu'on a, et pourtant les uns et les autres, nous ne sommes pas vieux, en tout cas je ne nous classe pas dans cette catégorie, quel que soit, d'ailleurs pour moi c'est pas du tout péjoratif d'être vieux, c'est juste un moment de la vie, mais on a quand même l'impression qu'on a du mal à toucher les plus jeunes générations, je dirais ceux qui ont une toute petite vingtaine, voire qui sont en dessous, et ça pouvait se voir par exemple samedi. C'est vrai qu'au niveau du public, et Patrick PL, on l'entendra tout à l'heure, nous le disait aussi, c'est vrai que oui, la moyenne d'âge est relativement élevée. Comment faire aujourd'hui pour qu'en effet la bataille culturelle soit une des dimensions intégrées par cette jeune génération ? Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y avait un petit peu moins de jeunes que les fois précédentes. Pour le moment, je me l'explique pas, surtout sur une thématique comme ça, qui est plutôt porteuse et intéressante pour un public plus jeune. Il y a eu une rupture assez dramatique avec nos parents, la génération de mai 68, quel que soit le camp dans lequel ils étaient. Il y a eu un déficit terrible de transmission. Moi, j'appartiens à une génération, plutôt le haut de cette génération qui se retrouve à poil. Donc, il y a beaucoup de cette jeune génération, donc quand ils ont du talent ou du génie et qui deviennent des autodidactes, c'est très bien, il y en a de tout temps. Mais pour le reste, ils sont un peu à poil parce que c'est pas avec ce qu'on leur enseigne à l'école ou sur leur lieu de travail qu'on peut leur donner ces billes-là que la culture populaire la culture populaire, rappelons-le, elle enfante l'art quotidien jusqu'aux plus grandes œuvres d'art. Un grand compositeur ou un grand peintre, il exprime à un moment ce qui est dans le cerveau et dans les tripes de tout son peuple. C'est ce lien aussi qui s'est perdu, parce qu'il n'y a plus de réflexe communautaire, il n'y a plus d'essence commune, de common decency au sens d'Orwell. On est dans une société atomisée, des individus qui se font la compète à longueur de temps, et qui, quand ils ont un petit peu d'énergie ou de conscience d'esprit, ils vont se recroqueviller sur l'essentiel, leur famille, la faire manger, etc. Et donc, finalement, ils ont
plus le loisir d'exprimer les talents qu'ils ont en eux. Je dirais qu'il y a ce point-là. Et après, vous allez me dire, mais ils sont où les talents ? Et c'est vrai que moi, j'appartiens à une génération, personnellement, j'ai pas de talent artistique particulier, mais je considère qu'il n'y a pas de raison qu'en 2014, il y en ait moins qu'avant. Simplement, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que les canaux dans lesquels s'expriment sont biaisés. On en a parlé, de l'art financier ou de l'art hors sol. Mais quand l'art ou la culture est enracinée et populaire, elle ne trouve plus les canaux, les moyens de s'exprimer. Donc cependant, on a été attaché lors de cette journée de montrer qu'il y avait des créateurs. Aujourd'hui, en 2014 en France, c'est beaucoup des illustrateurs, des graphistes illustrateurs. C'est un moyen, un médium pour laisser parler son art. Et donc justement, on les a conviés pour montrer que tout n'était pas foutu, pour que chacun illustre à sa façon la thématique de la bataille culturelle. Et je les remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu. On pourra peut-être les citer, ou je peux les citer maintenant. Il y a 5 illustrateurs, donc il y a PL, Diane, Auric, Tanred et Mario Marchal, qui ont chacun réalisé 1 ou 2 œuvres, parce que ce sont vraiment des affiches magnifiques que le public a pu acheter. D'ailleurs, c'était des affiches collector, il n'y en avait que 10 qui étaient tirées, que vous pouvez retrouver sur le site de Polémia. Voilà, ils avaient du talent et on a senti une vraie envie quand on les a sollicités. Ah oui, tiens, j'ai envie de donner mon opinion. Ils le font gratuitement, ils le font avec le cœur, avec les tripes. Donc c'est peut-être ça qui manque. C'est par quel canot on va permettre à cette génération de s'exprimer. Quand maintenant à l'école, on a tous été traumatisés par les cours de flûte à bec, tous, hein, moi le premier. Xavier me le rappelait, on avait oublié à la maison. Avait bavé les semaines précédentes, c'est traumatisant. Là, ils viennent d'arriver. Comment voulez-vous transmettre la tradition musicale Non, je me disais, par rapport à ce que vous disiez, là, Pierre, j'en venais aux fameux illustrateurs là, dont vous évoquez le nom. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des moyens autres qui sont apparus ? Il y en a un auquel je pense, un moyen d'expression autre, c'est le graffiti. Alors, est-ce que justement... aujourd'hui, ce n'est pas un moyen utilisé par les jeunes générations pour pouvoir sortir des sentiers finalement déjà tracés, hein, pour s'exprimer, pour exprimer. Et est-ce que finalement ça a du talent à un graffeur ? Je crois qu'on dit graffeur, pas graffiteur. Oui, un graffeur. On peut écouter déjà ce que Auric a à en dire, puisque nous l'avons interviewé. À tout de suite. Alors, mon cher Jean-Louis, nous sommes maintenant en compagnie de Arnaud Naudin. Arnaud Naudin, vous êtes bien connu de nos auditeurs, mais vous êtes également le rédacteur en chef de Novopresse. Effectivement, voilà, j'ai cette petite casquette sympathique où on annonce de temps en temps une émission de radio, voilà, pour laquelle j'interviens en ce moment. Donc effectivement, la raison d'être de la présence de Novopresse, déjà, c'est que c'est une journée de la réinformation. Donc nous aussi, on se met clairement dans le sillage de la réinformation et du concept de la réinformation qui a été pensé, développé par Jean-Yves Lagalou et la Fondation Polémia. Donc au titre de partenariat, nous sommes présents, donc je fais une retransmission via les réseaux sociaux des événements, je prends quelques photos et on fera un article un peu plus long. On l'avait annoncé à différentes occasions et en plus effectivement à titre personnel et concernant Novopresse et on va dire le mouvement identitaire, la bataille culturelle est certainement quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'on considère qu'effectivement le rôle de la réinformation et le rôle d'une structure comme de Novopresse, c'est d'éveiller les esprits, et la bataille culturelle participe pleinement de cet éveil des esprits. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que une chose que nous on a particulièrement appréciée ici, c'est de donner carte blanche à des artistes actuels, c'est-à-dire de sortir du discours habituel en disant voilà, c'était mieux avant, et
regardé comme maintenant ça n'a aucun intérêt et comme si effectivement il n'existait pas à l'heure actuelle des artistes qui effectivement ne sont pas dans les circuits officiels, donc bénéficient pas de subventions, de mise en avant, que ce soit par l'État ou par on va dire les grandes structures privées, médiatiques, artistiques, mais en même temps des gens font des choses, surtout des jeunes, et ça c'est intéressant, et c'est le cas qu'a montré justement Polémia avec la carte blanche donnée à des illustrateurs pour une série d'affiches que nous avons relayées, dont moi j'en ai acheté un certain nombre, puisque je pense que c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça rappelle, à mon avis, c'est dans la continuité de grands artistes, malheureusement, dont on ne parle pas, ou peu. Ou voire... Vous pensez à qui, là, Arnaud, comme artiste là? Citez, allez, des noms, que diable, Arnaud. Je pense à Georges Mathieu, on n'en parle plus. Je pense à Olivier Carré, qui est quand même quelqu'un un peintre qui, moi, j'aime beaucoup et qui a été un grand illustrateur, notamment de couvertures, de numéros historiques d'éléments. Oui. Notamment... Un portraitiste aussi, un sculpteur même. Un sculpteur. On lui doit quelques... Pardon, je vous en prie, Jean-Louis me fait des signes, jeunes gens, là, c'est terrible. Je parle à côté du micro. Je ne recommencerai pas, Jean-Louis, je vous l'assure. Sinon, c'est le plug. Ah bah, oui, 24 mètres, ça pique. Toujours est-il que Olivier Carré, oui, je cherchais, ce sont les têtes sculptées sur les bords de Seine, sur les quais de Seine, si je ne m'abuse. Hein. Sur les quais de Seine et même une station de métro. Je ne sais plus laquelle, il faudra retrouver. Parce que je pense que, par exemple, comme on est entre nous, machin, dans le cadre d'une émission des Méridiens Zéro, je pense que c'est quelqu'un qu'on pourrait mettre en avant, puisque je pense que c'est un peintre et un artiste malheureusement trop méconnu chez nous, et qui nous a quittés maintenant il y a 20 ans, c'était en 1994. Mais je pense que le travail qu'il a fait, notamment... que ce soit les couvertures d'éléments qui sont assez connues, notamment une des plus connues qui nous parle beaucoup, qui est la fameuse couverture d'éléments qui était pour en finir avec la civilisation occidentale, où on voyait la statue de la liberté, mais le visage de la statue était une tête de mort. Il y a aussi le numéro d'éléments sur la libération païenne qui est très bien. Il a fait aussi des portraits de niche qui sont très cubiste et en même temps très futuriste et très moderniste, et en même temps ça ne fait pas dater, c'est toujours, moi je considère que c'est toujours très intéressant. Et effectivement, il y a ce grand artiste français dont on ne parle quasiment pas, voire plus du tout, qui est Georges Mathieu, qui est pour ceux qui ont un âge certain, c'est-à-dire qui n'est pas la majorité, on sait, des auditeurs de Méridien Zéro qui sont tous très jeunes, mais c'est pour ceux qui ont connu une monnaie qui s'appelait le franc. C'est le fameux, celui qui avait conçu la pièce de 10 francs. Il a fait notamment beaucoup de choses pour Air France, et effectivement Georges Mathieu, c'est l'abstraction lyrique. Mais c'est quelque chose, moi, qui participe effectivement de l'état d'esprit européen. Je pense que le rapport entre l'Europe et l'art, c'est pas uniquement une question formelle, c'est surtout une question d'esprit et de conception, et que parfois ça dépasse purement l'aspect purement formel ou figuratif, qui en réalité est un art récent, puisque si on reprend par exemple ce que disait Vénère sur notre longue mémoire, si on prend les fameuses idoles cycladiques grecques, c'est quand même quelque chose qui est pas loin d'une sorte d'épure qui évoque un peu l'abstraction. Donc effectivement, il y a cet artiste-là, et effectivement donc là qui était présent parmi les artistes, en tout cas qu'on espère voir de plus en plus, et en tout cas on espère voir leurs travaux de plus en plus développés et reconnus. Il y avait donc des jeunes artistes, il y avait pour ceux qui connaissent Diane, qui est une illustratrice qui fait de très belles choses. Que nous saluons et que nous remercions pour son travail à Méridien Zéro. Voilà. Il y a Diane, il y avait aussi le camarade Mario Marchal qui fait des choses très intéressantes également, et il y avait un jeune qui à mon avis mérite qu'on s'arrête à ses travaux, qui s'appelle Ulrich, justement, qui, je trouve, en termes d'illustration, fait des choses assez intéressantes. Eh bien, ça tombe bien, mon cher Arnaud, mon cher Jean-Louis, puisque nous l'avons avec nous. Alors, bonjour. Bonjour Méridien Zéro. Vous êtes un auditeur de Méridien Zéro ? Oui, fidèle, ouais. C'est formidable. Rien que pour ça, ça méritait de l'inviter. Alors, Ulrich, donc vous êtes un des concepteurs ayant participé à ce concours entre guillemets d'affiches pour Polémia. Quel a été le sens de votre travail ? Alors évidemment, les auditeurs peuvent se reporter au site de Polémia pour voir votre affiche, le projet que vous avez proposé. Quelle a été votre démarche ? Je m'inscris déjà moi-même par mes travaux dans le combat culturel, c'est celui de l'image, l'art de la propagande, si vous voulez, l'art d'affiche. Et j'ai été sollicité pour la bataille culturelle, et naturellement c'est ma démarche, donc c'est avec joie que
que je bosse avec Polémia, quoi. Alors par contre, vous êtes relativement jeune. Le dessin, vous êtes tombé dedans tout petit ou alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lu Astérix et après ça vous a donné des ailes? Bon, là, c'est une longue histoire. En fait, j'ai fait du graffiti pendant plusieurs années. Un tagueur sur Béridien Zéro, c'est bon ça? Donc ouais, j'ai fait du graffiti pendant plusieurs années. Donc c'est en autodidacte. J'ai pas fait de cours de dessin, je sais pas dessiner. J'ai appris à dessiner dans la rue et je me suis arrêté pour diverses raisons. Et maintenant, je me suis engagé donc, dans un combat métapolitique. Et maintenant, je m'inscris dans une démarche plus artistique, disons légale. Enfin, légale. Voilà. Pour l'instant, parce que tout ça faisant partie du combat culturel, parfois on peut vite déraper. Cela étant, vous êtes vous êtes dessinateur aujourd'hui. Lorsque la prise de conscience politique, vous l'aviez déjà lorsque vous graffitiez, lorsque vous taguiez, ou c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et qui a accompagné votre maturation en fait? C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. En fait, j'avais déjà un amour pour l'histoire, la mythologie, par exemple. Mais c'était quelque chose à côté. C'était quelque chose de personnel. Une fois que j'ai arrêté mon activité de graffeur, je me suis intéressé à la politique. Et voilà, ça a été une révélation, notamment un livre qui s'appelle Un samouraï d'Occident de Dominique Vénère, qui m'a vraiment retourné le crâne, et dans le bon sens du terme. Et voilà, je me suis engagé dans une démarche artistique parce que j'aime ça. C'est vraiment un plaisir. Je ne cherche pas à être reconnu ou quoi. J'ai des influences artistiques italiennes notamment. C'est un sort de futurisme, art déco, voilà. C'est vraiment pour le kiff, pour le fun. Et si ça peut aider la cause, voilà. Donc, Et alors du coup, là, vous avez présenté une œuvre aujourd'hui à Polémia, c'est ça? Oui. Alors, et cette œuvre, elle représente quoi et quel est le message derrière? Alors le message, l'œuvre représente un personnage qui pourrait être nous, un personnage moderne, un peu perdu et qui pense en fait, il pense à l'histoire de ses ancêtres et il se dit que, enfin en gros, c'est la phrase de l'affiche, c'est les hauts faits de nos ancêtres inspirent les héros de demain. C'est s'inspirer d'une tradition pour retrouver un peu espoir en nous, en notre peuple et continuer le combat avec des munitions solides, quoi. Avec Arnaud, on parlait de grands anciens, d'artistes qui maintenant sont disparus souvent depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous avez des influences en dehors du milieu d'ailleurs? Parce que c'est vrai que Olivier Carré et Georges Mathieu étaient des gens qui étaient plutôt dans la mouvance ou en gros dans la famille politique dans laquelle nous nous inscrivons. On peut tout à fait imaginer à des influences artistiques qui soient autres. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a des gens qui, sur le XXe siècle ou le XIXe ou même avant, constituent pour vous des références? Oui, alors en effet, moi c'est surtout Marinetti, les futuristes italiens. Ça reste un peu disons dans notre mouvance, et aussi Cassandre, qui est un artiste d'affiches très connu, transatlantique, voilà, c'est de l'art déco pur français. Voilà, ça c'est vraiment mes influences artistiques sur mon travail, là, Auric. Et sinon, des artistes contemporains, je peux m'inspirer de 2-3 trucs. Et, voilà. Mais c'est surtout cette période-là, les futuristes italiens et l'art déco français, disons. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'Ars Affiche? Non, je ne connais pas, non. Oui, c'est ça, Jean-Louis. Ça me venait également à l'esprit. L'Ars Affiche, ce sont les années 90-96. Avec une démarche justement de volonté de reconquête culturelle au travers de la présence d'artistes. Il y avait effectivement tout un tas de dessinateurs. On avait effectivement un graphisme un peu nouveau avec les fameuses affiches, justement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était les affiches. Donc, ça s'appelait l'Ars Affiche. Et on retrouvait tout un tas de gens type justement Olivier Carré. D'ailleurs, on a Monsieur PL, notre camarade d'éléments, qui intervient aujourd'hui à la Fondation Polémia, et qui était un des illustrateurs, à défaut d'être un des organisateurs peut-être même, de cette manifestation qui était l'Ars Affiche.
C'était vraiment fort sympathique. Oui, une démarche qui du coup rappelle par rapport à ce que vous pouvez nous raconter, ça rappelle ces démarches. Des projets? Des projets, oui, évidemment. C'est surtout continuer sur ma lancée. Il faut que je me fasse un petit peu connaître aussi voilà, du public, un public large. J'essaye aussi que nos idées, au sens vraiment large du terme, voyagent. C'est pas de la politique pure. Moi, je fais ce que j'aime, donc je peux faire des trucs absolument en dehors de la politique, refaire la couverture d'un livre comme Dune ou le 2001 Odyssée de l'espace et un truc méta-politique à côté, parce que c'est ce que j'aime aussi. Et si ça peut permettre esthétiquement de faire voyager nos idées chez d'autres gens, ce sera déjà une grande victoire. Des projets, oui, j'ai sorti quelques t-shirts, voilà, je suis un artisan un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on pourrait aller voir vos travaux? Pour l'instant, non, il n'y en a pas. Je suis sur Facebook. Pour l'instant, c'est le seul truc. Je suis sur Behance aussi, mais c'est un truc pour les graphistes, un truc spécial pour les artistes, disons. C'est sur Facebook, ma page Auric. Pour l'instant, je n'ai que ça. Mais le site est en préparation. Très bien. Gérard, une autre question? Alors une question, oui. Vous aviez à vos côtés cet après-midi, il y avait d'autres illustrateurs. Vous pouvez en parler à nos auditeurs? Nous donner quelques noms? On aime bien balancer des noms en ce moment. Moi, je connais personnellement, disons, Mario Marchal, qui voilà. Les autres, j'avoue, je ne les connais pas. Donc, je leur passe le salut. Mais... Qu'est-ce qu'a fait Mario Marchal alors? Qu'est-ce qu'il a produit? Qu'est-ce qu'il a présenté? Il a fait une affiche, donc voilà, aussi sur le thème de la bataille culturelle, sauf qu'il est très intelligent, il a pris l'affiche à l'horizontale, ce qui est intelligent, je trouve. Et donc il a fait un personnage un peu dans un type propagande Mao, avec un pinceau dans la main, un pinceau, une plume, voilà, avec une grande bannière marquée la bataille culturelle. Voilà, une très belle affiche, au passage. D'accord, très bien. Nous invitons les auditeurs à aller sur le site de Polémia, où ils retrouveront tous ces travaux. Pour s'en faire une idée, et puis du coup, évidemment, pour vous suivre dans ce que vous pourrez produire dans les mois et les années à venir. Merci, Auric. Bien, nous revenons avec nos invités. Xavier, vous vouliez justement faire un commentaire par rapport à cette intervention de Auric, et puis justement sur cette place des illustrations. Oui, je voulais insister sur la production de ces œuvres originales, de ces affiches originales, parce que ça m'a personnellement enthousiasmé. Je ne suis pas quelqu'un de nature qui s'enthousiasme beaucoup, donc ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que pour une fois, je voyais une nouvelle production, une offre faite, et pas simplement un appareil critique qui est utile, qui est indispensable, mais que nos milieux ont beaucoup déjà fait, avec des analyses de la situation, etc. Mais la production a toujours paru déficiente. Et donc voir en effet ces jeunes dessinateurs proposer des œuvres vraiment réussies, travaillées, etc., c'était quelque chose de nouveau, je trouve, et quelque chose qu'il est bon de prolonger. Et j'espère que ça a pu montrer à ceux qui les ont vus ou qui les verront sur Internet, que c'est possible et que tout le monde, en tout cas s'il en ressent le talent, s'il en ressent l'envie, peut proposer des choses, et qu'il faut proposer. Il faut essayer de créer en effet un cercle vertueux de production pour avoir une alternative réelle, une alternative concrète à proposer, et pas simplement un discours critique. Et ça, c'est très important. Dire que faire de la politique, s'engager, etc., ça peut aussi passer par la poésie, ça peut aussi passer par la peinture, et qu'il ne faut pas se réfréner, il faut proposer. Et ça me paraît fondamental, et cet exemple des illustrateurs, à mon avis, l'a très bien montré au cours de cette journée. Alors, avant de vous passer la parole, Pierre, je voulais juste dire que moi, j'étais quelque peu surpris, parce que sur Internet, on trouve énormément d'expressions de ce type, c'est-à-dire qu'on a quand même, la preuve d'ailleurs, c'est ces illustrateurs que nous avons cités là, s'expriment notamment via leurs publications sur Facebook, Internet et autres. Et par contre, pour une fois, là où c'est un peu différent, c'est qu'on a donné corps à ces expressions. C'est-à-dire qu'au-delà d'une simple image JPEG que je vais garder dans mon ordinateur, vous avez décidé de le transcrire dans le réel, d'utiliser
ce support qu'est l'affiche et de le vendre. Et je pense que voilà, c'est comme un tableau, c'est beau, c'est sympa, vous pouvez l'afficher, l'encadrer, etc. Et je trouve que donner cette possibilité était une bonne chose. Après, ce qu'on peut regretter peut-être, c'est qu'on n'ait pas la possibilité plus souvent de pouvoir justement acheter ou bien réaliser dans le réel, transcrire dans le réel les œuvres de ces intervenants. Alors oui, en partie, c'est-à-dire que là, on ne les aurait pas vendus, ça ne changeait rien à la démarche. Oui, d'accord. Voilà, ça ne changeait rien à la démarche. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, je sais que vous y êtes très sensible. Il faut développer nos propres réseaux et investir la société civile avec nos créations. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Qu'on le veuille ou non, on est dans une logique marchande aujourd'hui en France. C'est un véhicule. Il ne faut pas se faire maîtriser ni par l'argent ni par la technique. Il faut savoir l'utiliser. Mais pour rebondir sur ce que disait Xavier, je dirais esthétique d'abord, mystique d'abord. C'est en proposant des alternatives esthétiques, quand on va voir où on met nos gamins à l'école, enfermés derrière des grilles, dans le collège Lilian Thuram ou d'autres noms à la con comme ça, ou le lycée Pierre Perret, on est dans un univers esthétique déplorable. C'est très délicat pour notre peuple de s'élever quand il est entouré de moches. Donc, en proposant une alternative esthétique, quels qu'en soient les moyens, on fait de la politique. On fait de la politique. D'ailleurs, ils font aussi de la politique en mettant nos enfants dans un collège Lilian Thuram ou Pierre Perret, parce que c'est ça le drame. Donc, c'est juste inverser la vapeur. D'ailleurs, c'est bon. On en a parlé, hein, la polémique telle qu'elle a été autour du sapin de Noël. Là. Je pense que c'est sans doute, il y a deux choses, au-delà de l'aspect sexuel, parce que c'est vrai qu'une partie des protestations, et Xavier ne me démentira pas, c'est vrai qu'une partie des protestations, ça a été sur le caractère sexuel ou sur la dimension sexuelle de l'œuvre. À la limite, je dirais, on s'en fout. Il y a deux choses, moi, qui m'ont fait bondir. C'est d'abord le coût, en pleine période de crise économique, de voir que la mairie de Paris peut se permettre de dépenser une telle somme pour un truc aussi moche, et justement parce qu'en effet c'est laid, et que on est alors c'est quelqu'un que certains de nos éditeurs connaissent peut-être, mais enfin moins, parce qu'il produit un peu moins, c'est Gilles L'Ornemantien. Les plus anciens connaîtront, hein, qui a l'habitude de dire que globalement on est ce qu'on mange, donc ce qu'on mange évidemment en termes d'alimentation, mais aussi ce qu'on mange en termes de nourriture spirituelle. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, oui, c'est une catastrophe. Et on est dans un univers qui est profondément inesthétique et voire carrément très souvent très laid. On peut d'ailleurs proposer à l'intervention, nous avons interviewé Patrick PL à ce titre, puisqu'il évoquait lors de la conférence l'art caché. On peut écouter son intervention, parce que justement il revient sur cette question de l'esthétique, et puis aussi sur un certain nombre d'expériences passées auxquelles il a pu participer. A tout de suite. Chers auditeurs, cette fois, c'est Patrick PL que nous interviewons, recevons dans ces, comme vous le disiez, mon cher Patrick, dans ces superbes locaux. Dites donc, ça envoie grave quand même, la Fondation Polémia. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, au départ, je croyais que c'était vos locaux à vous, à Méridien Zéro. Et j'avoue que là, avec les lustres, les dorures, c'est magnifique. Donc, très belle journée de la part de Polémia. Et je crois que les choses commencent à avancer sur le combat culturel. Les gens commencent à comprendre. Là, en ce moment, il y a les petits jeunes, hein, les jeunes associations qui, ont commencé à comprendre ce qui s'était passé il y a, je dirais, 15-20 ans, même presque 30 ans, où beaucoup d'associations en dehors du politique avaient compris que le combat culturel était aussi important que le combat politique par lui-même. Justement, tout à l'heure, avec l'un des intervenants de cette journée, nous évoquions l'art s'affiche. Je crois que ça vous dit quelque chose, mon cher PL, non ? Oui, c'est une association qu'on avait créée en 93. Au départ, on nous avait pris un peu pour des extraterrestres.
de réunir des jeunes artistes, de faire des expositions. À l'époque, il n'y avait pas le net, mais on avait commencé à donner la voix, et en même temps, s'était développé ce qu'on a appelé le RIF, le rock identitaire français. Donc on avait pu travailler avec eux pour les pochettes, pour les affiches. Enfin, il y a eu tout un mouvement comme ça, que l'on a retrouvé quelques années plus tard avec des gens qui avaient terminé leurs études et qui ont commencé à travailler, à monter des sites internet. Et je pense que si aujourd'hui on voit les gens de gauche commencer à paniquer sur ce qu'on appelle la réacosphère, c'est parce que c'est le travail qui a été fait il y a 20 ans. Hein. C'est simplement ça, et il faut continuer. Et aujourd'hui on voit, on entendait tout à l'heure que ça soit le Paris Fierté ou les Antigones, on est dans la même tradition, c'est-à-dire d'avoir un combat alternatif de la politique traditionnelle. Alors, vous êtes intervenu aujourd'hui, hein, vous étiez un des intervenants. Vous êtes intervenu sur l'art caché. C'est quand même assez... Ça peut sembler hermétique. C'est « et hein, », l'art caché « et ». Oui, l'art caché, oui. Sinon, ça aurait fait... Oui, c'est vrai. Oui, enfin, je me suis occupé, j'ai animé le tour de table de l'art caché. C'est pas un complot, l'art caché. Il n'y a pas derrière tout un complot par rapport à l'art. Non, c'est un art alternatif. Hein, je veux dire, le problème pendant des années, on a été dans des milieux, et c'est pour ça que j'ai donné 2 ou 3 exemples au départ. On a été dans des milieux où la culture avait aucun intérêt. On comprenait pas très bien. On allait voir les mêmes films que les gens de gauche, on écoutait la même musique que les gens de gauche, et quand on se retrouvait à faire de la politique, on dit qu'est-ce qu'on nous proposait à l'époque. Moi j'ai souvenir, c'était Jean-Pax Beffrey, il y a des choses sympathiques chez Jean-Pax Beffrey, ou les films de Schoendoerfer. Et on se cachait pour aller voir les films américains. C'était un peu ça, quoi. Donc ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que derrière ces films américains, derrière cette culture que l'on a eue à notre époque, il y avait un message politique, et que c'est à nous maintenant de créer notre propre alternative, et c'est ce qui est en train de se passer avec toutes les associations qui sont passées aujourd'hui. D'accord. Et au niveau de la réception, parce que là, sur la journée, la moyenne d'âge, c'était quoi ? Est-ce qu'il y avait de la jeunesse ? Il n'y avait pas beaucoup de jeunesse, parce que pour la simple et bonne raison que là, on a affaire à mais c'est pas dû à notre propre milieu, c'est dû à tous ces milieux, c'est que les gens qui se déplacent aujourd'hui, c'est plus les jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous faites un colloque, vous faites une réunion, que vous ne la filmez pas, vous ne l'enregistrez pas, et que vous ne la mettez pas sur le net, elle n'a plus aucun intérêt. Avant, on faisait des colloques avec 800, 9, 1500 personnes. Moi, j'ai vu ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous pouvez avoir simplement 100 personnes. Elle va être répercutée sur le net, et vous allez avoir 2000, 3000, 5000, 10 000 vues. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que ce message continue ensuite à être transmis avec d'autres médias. Et là, vous allez avoir les jeunes qui vont s'accaparer ce message-là. Je crois que c'est ça qui est le plus important. D'accord. Alors, vous avez une formation de graphiste. C'est un secteur dans lequel vous officiez encore. Est-ce que vous voyez des évolutions qui vont dans notre sens, ou il n'y a pas spécialement ? Si, oui, il y a par exemple, dans les milieux artistiques, moi je me souviens quand j'étais étudiant dans les écoles d'art, il fallait être artiste. Aujourd'hui, tous les jeunes ont bien vu que, et Aude de Queyros en parlait, cet art contemporain, je veux dire, n'intéresse plus personne. Et donc les vrais talents, vous allez les retrouver dans le graphisme de jeux vidéo, vous allez les trouver dans la BD, vous allez les trouver dans des cultures beaucoup plus populaires, qui sont pas forcément... Vous prenez les jeux vidéo, il y a des choses formidables, hein, avec des gens qui vous inventent des univers qu'on n'oserait même plus mettre sur un tableau, on serait qualifié quasiment de racisme ou de néo-nazi. Et dans le jeu vidéo, dans la BD, on peut retrouver nos traditions européennes et retrouver tout un monde imaginaire qui n'existe plus dans l'art traditionnel, il faut le dire. D'accord. Jean-Louis Gérard. Jean-Louis, et je crains, mon cher Jean-Louis, que vous soyez Jean-Louis et que je sois Gérard, en fait. Non, je pensais à ça, moi, ça m'a beaucoup marqué, cet épisode de l'art s'affiche. Donc, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de voir ici cette thématique de l'art abordée, la bataille culturelle sous cet angle, et également, je suis monté voir là dans les... juste au-dessus, pardon, les affiches réalisées par notamment les différents artistes, notamment Auric, là, qu'on a interrogé tout à l'heure, le travail de Diane également, etc. Et je trouve qu'on est dans la continuité par rapport à ce que vous faisiez, vous, parce que d'ailleurs, si ce n'est tout, au moins un grand nombre des affiches de l'art s'affiche, c'est vous, mon cher PL.
Alors, non, il y en a eu, je crois il y avait chaque année un concours pour l'affiche de l'exposition. J'en ai gagné 2 sur 6 ou 7, voilà. Donc après, voilà, je sais pas, à chaque fois. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin forcément de ce genre d'association parce que toute association politique, etc., a compris qu'il fallait mettre de l'esthétisme dans ce qu'ils faisaient. Et donc, il y a des jeunes graphistes qui travaillent là-dessus. Et on le voit même sur Méridien Zéro, on le voit sur toutes les émissions, même moi qui travaille sur Radio Courtoisie, qui est plutôt une radio plus traditionnelle, on voit les jeunes animateurs faire leurs propres affiches, les installer sur Facebook, sur Twitter, etc. Et cette publicité est importante. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Bon, un grand merci. Et puis au plaisir de vous revoir du coup justement sur une thématique consacrée à une émission consacrée à ce thème. Oui, absolument. Voir sur le prochain numéro d'Éléments, peut-être. Oui, aussi. Comme d'habitude, c'est traditionnel. On est en plein bouclage là avec Pascal et Céric. Donc normalement, on doit, vous allez avoir une exclusivité, il ne faut pas exagérer. Il part chez l'imprimeur mardi. Donc vous comptez à peu près 15 jours et vous l'aurez à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et on se verra également donc aussi à ce moment-là. Merci.
de retour tous ensemble. Tous en short. Ouais, bon, bref. Xavier, vous vouliez faire une remarque sur justement cette question toujours de l'art caché et du non-art contemporain et du sapin de Noël. Sur le sapin de Noël, parce que c'est révélateur de plusieurs choses, à mon avis. C'est révélateur déjà de la complicité de beaucoup de gens dans l'enlaidissement du monde, parce que pour que cette œuvre ait pu être installée là, il a fallu de nombreux accords. Tout le monde a donné son accord, c'est-à-dire les institutions, la préfecture de police, mais aussi l'association de quartier qui réunit tous les grands bijoutiers. Donc il y a une complicité entre ces élites pour imposer cette chose qui, en effet, c'est pas tellement le caractère sexuel. Je veux dire, bon, si ça a permis quand même de constater que tout le monde de cette et à quoi ça ressemblait, ce qui était quand même bon, un peu. C'est en effet pas tellement ça qui est. On voit enfin. Le non-sens de ces œuvres, c'est pas, enfin de ces œuvres. Il faudrait trouver un autre mot d'ailleurs, que c'est pas une œuvre. Vocation qui est tellement usée jusqu'à la corde justement, c'est plus transgressif puisque ça ne choque plus personne. C'est du vide, c'est du rien qu'on nous impose à un prix en effet complètement délirant dans la situation de crise actuelle. Quand on voit que les gens ont du mal à payer leurs impôts et qu'ils voient là où ça passe, je comprends qu'il y ait quelques mouvements et quelques envies de brûler deux, trois bureaux du fisc. Mais c'est vraiment cette absence totale de sens qui fait la laideur profonde, le caractère grave de ces agressions de l'art contemporain. Mais c'est parce que vous trouvez ça laid. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que là, c'est votre avis, Xavier Aimant. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, le plug anal. Hein. Mais oui, Pierre, vous l'avez trouvé joli, c'est ça ? J'ai trouvé ça particulièrement laid. C'est d'une laideur sans nom. Mais c'est notamment lors d'une très bonne intervention de Miège dans la journée. Lui, il a fait l'école des Beaux-Arts. Et il nous a bien expliqué de façon très didactique qu'il n'apprenait pas à se servir d'un pinceau, il n'apprenait pas à se servir d'un crayon. On lui apprenait aux Beaux-Arts à créer du concept. Donc, sans avoir la capacité de le transformer en beau. Donc, il nous a fait une petite démonstration. Il avait ramené son sac poubelle, il en a sorti un paquet de PQ, un rouleau à pâtisserie, un petit jouet en plastique. Et il nous a, en deux coups les grelots, créé une œuvre d'art qui est ni plus ni moins ce qu'aurait pu être proposé ou présenté à la Fondation Pinault ou Arnaud. Donc, comme le dit Xavier, c'est des œuvres qui sont désincarnées, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de profondeur. Donc, je pense que le fait que ce soit un objet sexuel n'a rien à voir avec l'histoire, puisque personne n'est choqué par la beauté de l'origine du monde ou d'un beau tableau de Trémois qui évoque justement de façon magnifiée l'esthétique du corps, même la sexualité ou l'amour dans sa dimension la plus charnelle. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est que l'œuvre est laide, objectivement, elle est désincarnée, elle ne s'appuie sur rien qui soit profond ou qui nous rappelle notre vie ou notre tradition. Donc il est là. Il faut écouter le président Hollande qui a pris la défense de cet Américain libidineux, ou même de Bruno Julliard qui est adjoint à la culture de la mairie de Paris. Et en fait, nos ennemis, qui tiennent aujourd'hui les rênes, qui ont gagné cette bataille culturelle, on voit quand même qu'ils sont sur la fin, parce qu'ils sont enfermés dans une logique mortifère, c'est celle de la fuite en avant dans la fausse transgression. On se demande quelle va être la prochaine étape, et ils sont quand même proches de la fin, à mes yeux. Parce que quand on justifie le président de la République ou Bruno Julliard des aberrations comme le plug anal sapin de Noël, c'est qu'ils sont un peu acculés. Et il y a cette fuite en avant qu'on retrouve ailleurs, même dans les attaques contre la famille, contre ce qui fait le socle de la société, de trouver le comportement le plus absurde, le plus minoritaire, et en faire un étendard et une nouvelle norme pour la société. Pourquoi ? Parce que ça déstabilise la société, ça permet un peu plus d'atomiser les individus et donc de les contrôler. C'est quelque chose qu'ils ont en tête, à mon avis. Xavier ?
J'ai beaucoup apprécié le mot qu'a utilisé le président Hollande pour parler de événements. Il a regretté qu'on ait souillé l'œuvre en question, ce qui pourtant pour un plug anal est assez logique. Donc la terminologie était à mon avis un peu mal choisie. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, le critère de la beauté, c'est encore autre chose, parce que l'art ne se limite pas au beau. Ce n'est pas que ça. Là, c'est vraiment l'absence de sens, et surtout le fait qu'une œuvre, entre guillemets, comme celle-là, ne demande aucun talent. Il n'y a aucun travail de réalisation, il n'y a aucune technique. C'est un objet manufacturé, ça n'a rien d'une création d'un artiste. C'est en effet uniquement un pur concept. Et un concept, en l'occurrence, totalement vide, totalement idiot et totalement laid. Donc ça fait beaucoup. La difficulté, je trouve, c'est... Je rebondis sur une réflexion, Pierre, que vous avez faite tout à l'heure. La difficulté est quand même d'arriver à ne pas jeter l'eau avec le bébé l'eau du bain avec le bébé, et à un moment de dire que parce qu'il y a des plugs de Noël ou des sapins anal, on devrait en fait refuser globalement toute évolution et s'accrocher en effet strictement à des formes qui ont été belles, qui expriment la beauté, mais qui, à un moment, sont aussi des formes héritées du passé. J'ai eu l'occasion de visiter la biennale, une biennale des artisans à Pantin, qui avait lieu il y a 15 jours. Donc des gens qui sont des créateurs contemporains, souvent des artisans, mais des gens qui ont pu faire aussi, justement, par exemple, l'école Boulle ou d'autres. Et il y a une création belle. Il y a une création, et justement, en fait, parce qu'on a ce type de création, la Place Vendôme, du coup, c'est vrai que ça nous tire, en fait, ça nous pousse à faire un rejet global d'évolution de formes artistiques actuelles, et qui pourtant, il faut arriver à voir, et qu'il faut arriver à saisir dans ce magma de laideur qui accompagne, en effet, notre époque contemporaine. Concrètement, c'est sain de se lever contre ce type d'attaque, contre justement notre culture profonde. C'est un moyen comme un autre de faire la bataille culturelle, de ne pas subir justement ces assauts répétés d'absurdité. L'absurdité, elle commence avec du chant. Là, on rentre dans une parenthèse historique qui, j'espère, va bientôt s'éteindre. Justement, d'absurdité, de non-sens, de creux, de vide, tout ce que vous voulez. Évidemment qu'aujourd'hui, il y en a qui savent encore travailler la pierre, qui connaissent le nombre d'or, qui connaissent des règles qui nous viennent du fond des âges pour construire les bonnes proportions d'un tableau, heureusement, et que les écoles font malheureusement trop élitistes, continuent à faire leur travail. Donc il faut savoir effectivement faire des distinctions, mais il est sain qu'un peuple, la personne qui lit le Parisien au Troquet, comme l'auditeur de Polémia, se lève contre ces absurdités qui, une fois de plus, en plus, c'est absurde, ça n'a pas de sens et ça entretient le faux marché de l'art qui se fait à nos dépens. Cette espèce de petit jeu à 2 ou 3 entre les collectionneurs, les banquiers, les artistes, ils font des sauteries ensemble, ils sont copains ensemble. Tout ça, il faut le dénoncer. Et c'est en le dénonçant qu'on peut se réapproprier. C'est en s'opposant qu'on se pose, c'est en se posant qu'on s'oppose, ça se tient. Xavier ? Il me semble qu'il y a quelque chose qui est important de souligner, c'est que on nous dit souvent les gens qui critiquent l'art contemporain, ce sont des réacs, ce sont des ringards, etc. Or, il n'y a rien de plus réac et ringard que l'art contemporain. Parce que vous évoquiez Duchamp, mais en fait, on ne fait que refaire Duchamp depuis un siècle. C'est-à-dire que c'est même pas moderne, c'est même pas innovant. On refait la même provocation. Ça fait un siècle qu'on fait la même chose. Cette idée des objets du ready-made, etc. C'est pas du tout nouveau. Donc en plus, ça se présente comme une avant-garde. Ça n'est même plus une avant-garde. C'est-à-dire que c'est une avant-garde qui dure. Oui, qui dure. C'est une avant-garde qui devient l'arrière-garde et qui devient en fait le nouveau conformisme, le nouvel académisme. C'est un nouvel académisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez des subventions, vous êtes obligé de faire ce type de concept, d'intervention. Vous ne pouvez. C'est la norme imposée de l'époque. Donc c'est ni transgressif ni moderne. Et justement,
à nous de trouver les voies, pour le coup, novatrices et modernes, de proposer une alternative à ça, à ces vieux ringards, à ces vieux réacs qui nous font la même merde depuis plus d'un siècle. Et justement, alors, est-ce que après cette journée de Polémia là, sur la bataille culturelle, est-ce qu'on va voir apparaître une autre initiative, je dirais un salon de l'art ou quelque chose comme ça, alors que je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, hein, mais en tous les cas, qui soit la mise à disposition des artistes et des œuvres au public finalement, non ? Pourquoi pas? Je dirais que c'est aux artistes de se prendre en main. Peut-être qu'il y en avait plusieurs dans la salle qui ont très positivement réagi. Donc, pour dire à quel point on en est rendu, 2-3 personnes qui étaient dans la salle qui ne voulaient pas être filmées, ne pas être pris en photo parce que c'était la fin de leur carrière artistique, mais qui étaient très intéressés par le débat. Et donc oui, on est obligé de mettre des contrepoints, des contreforts à l'art officiel pour pouvoir se développer. Moi, je pense que pour pas rester que sur l'art tel qu'on l'a entendu avec les tableaux, les sculptures, que la bataille culturelle, et peut-être qu'il est important que les auditeurs, auditrices l'aient en tête, il est important de savoir quand elle est gagnée et quand elle est perdue. Voilà, donc un gymnase Lilian-Thuram, bataille perdue. Un logo d'une ville fait par un graphiste débile avec des lignes débiles, des couleurs moches qui n'ont aucun rapport avec l'origine de la population, l'origine géographique, bataille perdue. Un nom de rue qui change parce qu'on met à l'honneur un auteur de notre patrimoine ou un personnage historique pour qui ce n'était pas le cas avant, bataille gagnée. Donc je pense qu'il faut que tout le monde ait ça en tête. Au quotidien, il s'amuse presque à faire une journée en partant de chez lui et en rentrant et en se disant sur le chemin où est-ce qu'il a gagné, où est-ce qu'il a perdu, où est-ce qu'il a de lui, où est-ce qu'il y a de ses ancêtres, où est-ce qu'il y a de ses enfants dans une architecture, un nom de rue, une œuvre qui passe et qu'est-ce qu'il n'en est pas. Et à ce moment-là, ça peut permettre, j'espère, chacun en position de soldat ou de capitaine en fonction de la nature de chacun pour mener cette bataille culturelle. C'est pas simplement la création de sculptures ou de peintures, elle est vraiment à mener dans tout le quotidien. Est-ce que dans les batailles gagnées, j'ajoute très bien cette anecdote, vous l'avez peut-être entendu, c'est cette vacataire, enfin cette contractuelle femme de ménage venue de Marseille qui a été embauchée pour nettoyer le musée Soulage, donc musée Soulage à Rodez, hein, et qui a passé une salle de Soulage qui par ailleurs n'est pas le pire, hein, parce qu'il a fait des vitraux, en particulier dans le village où vivent mes parents, il y a une église. Une magnifique église du XIIIe siècle dont les vitraux étaient très largement abîmés. Soulage a refait une série de vitraux qui sont absolument magnifiques et globalement, bon, c'est donc pas le pire. Mais enfin, l'anecdote est quand même cocasse. Donc cette femme de ménage va dans le musée Soulage, voit une salle où il y avait des trucs noirs, c'était pas propre. Elle nettoie tout de fond en comble. Et ben oui, c'était une création de Soulage à base de brune noire. et ça montre quand même bien ce décalage entre un art, en effet, du coup, très élitiste qui se veut pseudo-populaire et pseudo-accessible à la population et qui, en fait, est totalement détaché de ce qui constitue pour 90% de la population de ce pays le beau. Et en effet, bon, voilà. Donc, dans cette bataille, je mettrai aussi cette femme de ménage que nous saluons. Xavier ? Oui, vous parliez des initiatives qui peuvent naître de cette journée sur la bataille culturelle. Alors c'est encore les prémices, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais après une discussion avec le dessinateur Miège, nous sommes en train d'essayer de mettre en place une journée avec une exposition autour du dessin, et ce serait une journée franco-italienne, avec des dessinateurs donc, des deux pays autour de la caricature et du dessin de presse. Donc ça sera sans doute... les dates ne sont pas encore fixées, on est en train de prendre les contacts, mais alors justement, je profite de passer au micro. S'il y a des dessinateurs, s'il y a des gens qui veulent se joindre à ce projet ou qui sont caricaturistes, etc., qui n'hésitent pas à me contacter. Donc je donne mon adresse Xavier Aimant attaché @hotmail.com et donc pour entrer dans ce projet d'exposition. Voilà.
Pour rebondir, il faut savoir que Miège a un procès aux fesses parce qu'il a voulu faire un dessin de presse suite à la caricature de Taubira en singe. Il en a fait un deuxième où il a essayé de façon assez classique pour un dessinateur de presse de retourner la situation en disant, en mettant en scène le singe qui disait moi aussi j'en ai marre qu'on me compare à Taubira. Bon, c'est pas passé, donc il a un procès au cul. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tous les parangons, les défenseurs de la liberté d'expression, les cabus, tous les cinés, toute la bande, il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt pour défendre leurs confrères. Pas un. Donc il faut bien que pour défendre cette liberté d'expression, défendre et de création, il va bien falloir s'organiser, puisque sinon les Mièges, etc., ils passent à la gamelle. Ils ne sont pas soutenus pour des raisons purement idéologiques et de lâcheté, puisqu'ils ont peur de perdre leur poste, tous ces petits combattants très courageux. Donc il faut bien s'organiser. Donc des initiatives comme celle-là sont formidables. Moi, je souhaitais revenir également sur un autre aspect de la bataille culturelle qui a été évoqué notamment par Gabriel Robin, qui me semble primordial. Il a évoqué le succès du Puy du Fou. Et ce succès, il était lié à une raison assez simple, au moment où Disney recapitalise à hauteur de 1,5 milliard son parc. Le Puy du Fou gagne de l'argent. C'est une aventure extraordinaire avec beaucoup de bénévoles, tout simplement parce que les gens, en allant là-bas, ils retrouvent leurs racines. Et c'est fait de façon très moderne, au sens non péjoratif du terme, en utilisant les techniques modernes de cinéstésie, de son et lumière, de vidéo, etc. Donc il a été élu meilleur parc du monde. Et Poutine a commandé une version pour la Russie. Donc Villiers est allé là-bas. Donc une fois de plus, on exporte un peu notre savoir-faire. Donc ça, c'était un bon exemple. Il a cité aussi, moi, un exemple qui m'est très cher, c'est celui de la corrida. Alors qu'on soit... Oui, non, mais pareil, il a introduit son sujet en disant qu'il s'excusait par avance auprès des personnes qui voyaient ça d'un mauvais œil. Simplement, il a très bien fait de choisir cet exemple. Pourquoi ? Parce que la corrida, c'est une des dernières traces, aujourd'hui en France, même en Europe, en 2014, où nous sommes confrontés au monde sauvage et à la mort. Deux choses qui alimentent la création, qui alimentent l'art de tout temps. Or, nous ne sommes plus confrontés à la mort et nous ne sommes plus confrontés à la nature et au monde sauvage. Donc ça réduit... ça assèche complètement la création en France, nous ne sommes plus confrontés à ces sujets primordiaux qui viennent du fond des âges. Et la corrida, à sa façon, est un de ces reliquats où on est confronté à la mort et au monde sauvage. Donc il faut voir dans quel contexte les créateurs ou les non-créateurs d'aujourd'hui peuvent intervenir. Il faut voir dans quelle société on est, donc qui est vide, qui n'a rien à lui donner à manger, parce qu'un créateur, il a besoin de stimulants intellectuels pour créer. Donc avec les téléphones portables, la vacuité de la télé et la rapidité d'Internet, il n'a pas beaucoup à manger, le créateur. Donc tout se tient. D'ailleurs, on avait consacré une émission à la corrida sur MZ. Je crois que c'était parmi les 100 premières. Je serais bien incapable de rappeler le numéro. Je me demande même si c'est pas dans les 60 premières, mon cher Jean-Louis. C'était relativement tôt. C'est bien possible. Moi, j'aurais rajouté une dimension de la corrida, parce que pour des raisons familiales, j'y assiste tous les étés. J'aurais rajouté une dimension autre, qui est en fait la permanence d'éléments qui peuvent sembler totalement désuets lorsqu'on les regarde. Ces costumes qui brillent de partout, ces petites musiques, ce rythme figé de la corrida qui pour toutes les corridas est le même. L'entrée des toréadors, l'entrée des chevaux, ensuite tout le monde sortir et puis il reste donc le matador. Bon, c'est rythmé, et un rythme qui est qui est toujours le même, et on reste en effet dans quelque chose qui est cyclique et auquel on n'est plus du tout habitué, cette permanence d'éléments de culture qui en effet peut sembler totalement désuet. Après, j'entends tout à fait
toutes les critiques qu'il peut y avoir par rapport à la corrida. Et je ne suis pas moi-même un amateur de corrida. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui, au-delà de la scénographie et de l'activité elle-même, auquel on peut reconnaître quand même une vraie importance. On peut à ce moment-là citer un autre exemple, un petit peu moins positif. C'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux témoigner. Il existe encore, heureusement, en France, dans de nombreux endroits, des feux de solstice, des feux de la Saint-Jean. Moi, j'ai assisté à un feu de la Saint-Jean au fin fond du Perche. C'était il y a 5 ans. Toute la population s'y est mise pendant 3 jours pour monter le bûcher. Il y avait une vraie émulation populaire. Donc, pour dire que tout n'était pas foutu. Tout n'est pas foutu. Ça se faisait, entre guillemets, dans les règles de l'art. Est arrivé le moment où le feu s'est allumé. Et là, les gens autour du feu ont chanté « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. C'est drôle et c'est tragique à la fois. C'est-à-dire que ça ne peut pas mourir. Les traditions n'ont pas disparu, elles ne disparaissent pas, mais elles s'éteignent et elles se dévalorisent. Et donc, c'est aussi, pour revenir à la fonction, à la nature de ce qu'est la Fondation Pollemia, c'est ça, c'est donner au maximum, essayer d'essaimer pour qu'il y ait des éveilleurs, comme Jean Mabir d'ailleurs le définissait, pour que dans 5 ans ou 10 ans, dans ce fameux feu de la Saint-Jean, fameux feu de solstice du Perche, ce soit plus de Johnny Hallyday qui soit chanté, mais quelque chose qui ait plus de sens à ce moment-là. Il manque un peu la dernière marche dans beaucoup de choses, parce qu'on est face souvent au vide, et on ne peut pas leur en vouloir aux percherons. Il y a eu un déficit de transmission des grands-parents, des parents. Eux, on peut leur jeter la pierre d'une façon. Les 30 Glorieuses, ils étaient bien confortablement installés. Maintenant, nous, on se retrouve tout nus. Alors, avant de poser, de voir un petit peu quel a été l'impact, est-ce qu'il y a eu des comptes rendus de cette journée de réinformation en dehors de nos cercles, on va écouter l'interview qu'on a pu faire justement de 2 représentants du paysage médiatique actuel. Alors, sans doute pas les 2 plus insupportables, mais nous laissons les auditeurs écouter cette interview de Dominique Albertini et de David Doucet, respectivement donc journaliste à Libération et journaliste aux Inrecuptibles. Alors pour finir cette série d'entretiens avec des participants à cette journée de Pollemia, nous recevons deux journalistes, alors qui ne sont pas exactement sur les mêmes rives que nous, évidemment. David Doucet. Bonjour. Et Dominique Albertini. Bonjour. Donc l'un qui travaille aux Inrecuptibles et l'autre qui travaille à Libération. Alors le fait que vous soyez là en tant que journaliste, évidemment, n'est pas surprenant. Par contre, ce qui nous intéressait, évidemment, du coup, c'était d'avoir votre point de vue et un petit peu le sens de votre présence. Alors évidemment, c'est pour rendre compte en tant que journaliste de la journée, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie à un moment que pour vous, ce qui est évoqué aujourd'hui, cette bataille culturelle, c'est en effet une réalité qui prend de l'ampleur. Est-ce que les différentes personnes qui sont intervenues aujourd'hui, elles se montent le bourrichon, entre guillemets, ou en effet, est-ce qu'on assiste de votre point de vue, donc de journaux qui sont plutôt de sensibilité de gauche, est-ce que c'est en effet la réacosphère, comme on dit, est-ce qu'elle a une réalité et est-ce qu'elle prend de l'ampleur ? Nous, on était là moins pour la bataille culturelle, plus pour le regard critique que peut porter la réinfosphère sur notre travail actuel. Et donc c'est vrai qu'il y a une montée de la défiance anti-média en France actuellement, on le voit dans les sondages d'opinion. Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir aussi le travail que peut effectuer Jean-Yves Le Gallou avec la Fondation Pollemia, de regard critique, et puis aussi de travail théorique dans la déconstruction de notre travail actuel. Et donc voilà, on est là plus en tant qu'observateur, donc on n'a pas à émettre d'opinion sur tel ou tel sujet, mais de rendre compte, dénoncer les faits que l'on a pu voir aujourd'hui, et puis voilà, tout simplement. Et c'est la première fois que vous venez chez Pollemia ? Pollemia, oui, j'ai rencontré plusieurs fois, on a rencontré plusieurs fois Jean-Yves Le Gallou, mais on n'était jamais venu à... On a été plusieurs fois au Bobard d'Or, donc qui est la cérémonie un peu phare, mais on n'avait jamais assisté à une conférence de la Fondation Pollemia. Vous avez été nominé au Bobard ? Non, jamais.
Dominique? Domino Bobardor, non pas encore, j'ai pas eu cet honneur. Non, on était là pourquoi? On était là, alors bien sûr, avec un point de vue dégagé, d'observateur. Pourquoi? Parce qu'on fait un travail sur ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé vous-même la réinfosphère ou la réacosphère selon les points de vue. Et dans cette sphère-là, on va consacrer une étude à la critique des médias, qui est une part importante du travail de Polémia. Donc il fallait évidemment qu'on soit là pour voir comment est menée cette critique des médias, avec quels outils. Il fallait qu'on discute avec Jean-Yves Le Gallou, il fallait qu'on rencontre quelques-uns des blogueurs et animateurs de sites qui étaient présents. Voilà. L'idée étant de savoir comment est-ce qu'Internet est devenu l'outil privilégié pour toute une partie de la droite, de l'extrême droite, de la droite nationale, l'outil privilégié de critique des médias. Par rapport à, justement, si on se planche plus sur les médias et cette bataille qui se joue autour du travail des journalistes, par rapport à toutes ces critiques qui peuvent émaner de Polémia ou de l'Observatoire qui en émanent, est-ce que c'est des critiques que vous recevez ou est-ce que globalement vous considérez qu'elles sont purement idéologiques et non fondées? Non, il y a des éléments de critique qui sont totalement recevables parce que errare humanum est, les journalistes sont pas commettent des erreurs comme d'autres peuvent en commettre. Donc effectivement, il y a un travail critique qui est recevable, qui est intéressant. Ce que j'avais dit une fois, c'est que durant longtemps, la critique des médias était l'apanage de l'extrême gauche. Aujourd'hui, à la droite et à l'extrême droite, on voit qu'il y a un travail critique de plus en plus important, notamment avec le GIM, avec Polémia. Donc c'est un travail qui est intéressant. Après, là où il y a un biais, c'est que Polémia, le GIM ne se contentent pas de critiquer les médias pour tendre vers une sorte d'une objectivité globale, mais plus pour accroître le discrédit entre les médias et la population. Oui, alors que la critique des médias soit possible et même souhaitable, c'est une évidence. Que qui que ce soit légitime à le faire, y compris Jean-Yves Le Gallou et ses amis, c'est une autre évidence. Après, que ce travail soit entièrement dénué d'arrière-pensée, qu'il ne soit pas sans a priori politique, sans objectif politique, ça, on pourrait peut-être en discuter. Oui, mais en même temps, je pense que une partie des gens de Polémia pourraient tout à fait renvoyer ça aussi. À un moment, c'est vrai qu'il y a aussi un positionnement parfois des journalistes qui est clairement aussi politique. C'est vrai que là, à ce niveau-là, on peut être dans un dialogue de sourds. La neutralité, ni David ni moi, la neutralité absolue, nous n'y croyons, je crois. Donc encore une fois, que la critique des médias soit non seulement possible, mais nécessaire, on en est persuadé. Mais est-ce que vous pensez, alors ça fait quand même maintenant quelques années que ce travail est développé par Polémia et par d'autres, est-ce que vous avez l'impression, vous, que ça a fait évoluer le milieu des journalistes, ou en tout cas, est-ce que ça provoque une réflexion de certains milieux de journalistes sur justement l'éthique du métier, etc. Ou est-ce que globalement c'est des critiques qui n'aboutissent absolument pas et qui passent très largement au-dessus de vos collègues? En fait, je pense que le travail critique de Jean-Yves Le Gallou, de Polémia, ne s'adresse pas aux journalistes. En fait. Il s'adresse plus à la population et puis pour faire prendre conscience, en gros, selon les termes de Jean-Yves Le Gallou, que les médias n'obéiraient qu'à des intérêts politiques, qu'en toile de fond, il y aurait une volonté d'asservir, mais de faire passer un message politique ou économique, en gros, de répondre aux impératifs du système. Alors, nous, comme le disait Dominique, on ne croit pas à la neutralité, mais dans notre travail, on peut répondre que pour notre travail personnel. Et dans notre travail personnel, on essaye de travailler en tant que journaliste, historien et de jamais émettre de jugements moraux, de faire un travail qui est neutre. Et on a réalisé un ouvrage sur l'histoire du Front National il y a 1 an et demi maintenant. On peut juger notre travail, par exemple, à cet ouvrage, qui a été d'ailleurs bien reçu parce qu'on a essayé justement de rencontrer des gens, d'avoir une approche sociologique, historique, mais on estime que notre petite, nos petites pensées politiques ou nos jugements moraux n'intéressent personne. Finalement, on estime qu'on n'est pas payé pour ça, mais on est payé pour rendre compte de la réalité telle qu'on peut l'apercevoir. Vous parliez de votre livre, là, effectivement, qui est paru il y a un petit peu plus de 18 mois, c'est ça. Vous avez un autre projet éditorial, si je ne m'abuse, non ? Dominique pourra en parler. On est en train de réfléchir et on est en train d'écrire un nouveau livre qui sera consacré à la réinfosphère, c'est-à-dire à toute cette blogosphère de droite jusqu'à l'extrême droite, qui est aujourd'hui hyper active, qui a
dont l'espace a triplé en l'espace de quelques années et voilà, qui produit, on le voit de la Manif pour tous jusqu'à la récente affaire Dieudonné, sa vitalité, la visibilité même qu'elle a. Quand on voit une vidéo YouTube de Dieudonné, elle fait quasiment autant qu'un petit journal, qu'un journal télévisé régional, voire plus des fois quand c'est des millions de vues. Donc elle a véritablement une influence et des répercussions sociétales qui sont perceptibles. Une dernière question, mais pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ce que nous évoquions tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous sentez une évolution? Et là, je m'adresse plutôt à Dominique, parce que c'est vrai qu'il y a eu des journalistes à Libération qui étaient vraiment, qui travaillaient sur l'extrême droite, qui étaient vraiment spécialisés, et qui en même temps, généralement, avaient un point de vue très politique, qui avait un passé militant important. Est-ce que vous, du coup, vous placez en rupture? Alors, je vous demande pas de critiquer ces gens-là, mais est-ce que vous sentez en rupture avec eux d'un point de vue générationnel ou autre, ou est-ce que vous avez l'impression que la façon de traiter l'extrême droite, comme on peut l'appeler généralement à Libération, a changé de votre point de vue? Écoutez, effectivement, je peux répondre que de ce que j'essaye de faire moi. Et de mon point de vue, il est souhaitable d'aborder ces phénomènes de la façon la plus détachée possible pour ne pas prêter le flanc aux accusations de partialité, d'injustice dans le traitement, d'inégalité. Et donc c'est ce que je m'efforce, et David avec moi, de faire quand je travaille sur ces sujets. D'accord. Voilà. Très bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Alors, suite donc, à cette interview, Pierre, est-ce que globalement, il y a une omerta? Parce qu'on le voit bien, de Albertini et David Doucet se sont plus intéressés sans doute à l'aspect réinformation, au titre de ces journées, qui sont les journées de la réinformation, plus qu'à l'aspect bataille culturelle. Ils étaient là tous les deux. Est-ce qu'il y avait d'autres journalistes? Et est-ce qu'il y a eu des échos dans ce qu'on appelle les médias grands courants? Dans la grosse presse, non. C'est la réinfosphère qui fait le travail. Aujourd'hui, il faut être clair, c'est sur Internet qu'il y a des vrais espaces de liberté. Libération, c'est un journal qui est sous perfusion, qui perd énormément d'argent et qui réussit à se maintenir à flot parce que Air France ou la SNCF achètent, ou les bibliothèques municipales achètent des milliers d'exemplaires chaque jour. Donc c'est plutôt une imposture. Les lecteurs disparaissent parce qu'il y a justement ce décalage entre leur travail de journaliste et les attentes de la population. Après, au-delà de ça, on le sent dans l'interview que vous avez menée avec ces deux journalistes. On ne peut pas faire le reproche de ne pas avoir compris ce qui se passait et ce qu'on faisait, contrairement à certains de leurs confrères qui utilisent encore le vocabulaire des années 80 ou qui font des attaques ad nominem pour mener leur combat de militants politiques, finalement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Après, au-delà de ça, il ne faut pas non plus se leurrer. Le travail que l'on fait, c'est un travail petit pour le moment. On essaye d'avancer étape par étape. Donc, ce n'est pas non plus illogique qu'on n'ait pas la une du Monde ou du Figaro le lendemain. Par contre, ce qui est illogique, c'est que pour des conventions à la con, sur des thèmes qui n'intéressent personne, avec 3 pelés, là, des fois, ça fait la une du Monde, de Libé ou des Inrocks. Et c'est pour ça qu'ils perdent des lecteurs. Xavier, vous vouliez ajouter? Non. D'accord, très bien. Pour finir, on va écouter l'interview d'Arnaud Naudin, qui justement, lui, était là au titre de Novo Presse. Donc Arnaud, que nous avons déjà eu l'occasion par ailleurs de recevoir sur cette antenne. Donc pour revenir sur le travail de Novo Presse comme agence de presse indépendante sur Internet, bien sûr, ce qui permettra évidemment de faire le lien avec ce que nous venons de dire. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous les deux, enfin même tous les trois, d'être venus. Xavier, on se retrouve quand même bientôt, j'espère, sur cette antenne. Très bien. Et puis Pierre, bonne continuation. Puis comme on dit, mon cher Gérard, à l'abordage et pas de quartier.
Alors, nous revenons avec Arnaud Naudin, parce qu'il a eu à s'échapper suite à la reprise des débats au niveau de cette journée Polémia. Il est de retour et ça va me permettre de lui poser un certain nombre de questions sur Novopresse, puisque, comme il le disait dans son intervention de tout à l'heure, il est quand même le rédacteur en chef, celui qui coordonne le site. Alors, où en est Novo, qui constitue aujourd'hui maintenant une référence, ne serait-ce que par son ancienneté? Pour l'ancienneté, voilà, c'est ça ce qui est amusant ou je ne sais pas, en tout cas étonnant pour le moins, c'est que donc en janvier prochain, donc dans 3-4 mois, nous allons fêter les 10 ans de Novopresse. Donc voilà, ça fait 10 ans que des militants identitaires et patriotes ont décidé de mettre en place un site d'information qui est devenu ensuite un site de réinformation, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, Novopresse se place clairement dans le sillage de la réinformation tel qu'il est, le concept tel que Jean-Yves Le Gallou a développé le concept. Novopresse a connu un certain nombre d'évolutions, que ce soit en termes de type de rédaction, type d'article, y compris dans la maquette. Nous considérons de façon qu'il faut toujours évoluer. C'est pas évoluer pour évoluer, mais parce que nous pensons qu'il faut toujours aller changer les objectifs, ne jamais rester sur ses acquis. Et nous n'avons pas à rougir des différentes évolutions que nous proposons à nos lecteurs, puisque en termes de chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, en visite unique, les statistiques oscillent entre 15 000 et 20 000 visiteurs uniques par jour, ça veut dire qu'on a potentiellement donc, entre 15 000 et 20 000 lecteurs par jour. Quand on compare aux chiffres de lectorat de la presse quotidienne, qu'elle soit nationale ou régionale, on n'a pas à rougir. Sur Facebook, là aussi, les statistiques sont assez intéressantes. Bon, ça dépend des thèmes, mais souvent les thèmes, on va dire, qui concernent les questions identitaires de prime abord, on peut monter à un nombre important de partages, de personnes qui aiment, qui likent le post, mais c'est surtout ce qui est statistique intéressante, c'est le nombre de personnes atteintes. J'ai vu que dernièrement, on avait posté un article posté de Novopresse, donc posté sur la page Facebook du site, qui concernait le fait que la sœur de Swan Mera continuait à toucher la CAF. On avait atteint en 5 jours 200 000 personnes. Donc ça veut dire voilà la force de frappe. C'est pour ça qu'on est très content de ce qu'on fait et qu'on participe effectivement à la réinformation, qu'on est un des acteurs clés. En tout cas, on fait tout pour être un des acteurs clés de la réinfosphère, puisque c'est le moyen de réinformer, donc d'éveiller l'esprit de nos compatriotes. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on fait, on n'a pas du tout à rougir, on est même très content. Bon, bien sûr, on veut continuer à évoluer, continuer à se professionnaliser, même si effectivement, pour l'instant, Novopresse est constitué d'une équipe et de rédacteurs bénévoles, mais ça ne peut pas dire pour autant que bénévolat ne veut pas dire pour autant amateur dans le travail, bien au contraire, et notamment des entretiens exclusifs, un certain nombre de vidéos, de photos, et c'est surtout l'idée que nous sommes en train de développer depuis un certain temps, notamment à travers les partenariats, que ce soit assez anciens avec Polémia ou même récemment avec le journal présent ou d'autres structures, c'est plutôt de penser en termes de complémentarité. C'est-à-dire que chacun garde sa spécificité. On est riche de notre diversité, si je peux me permettre cette litote et cette banalité, mais c'est important surtout. Je pense que Novopresse, nous, on ne vise pas le média unique. Je pense que nous avons notre rôle. F de Souche a son rôle, Méridien Zéro a son rôle, le Rouge et le Noir a son rôle, le Salonge Beige a son rôle, mais que ensemble, on peut trouver des points d'accord et de complémentarité qui participent pleinement à cette réinformation. Pour preuve, effectivement, parfois des partages de contenu, des reprises de contenu, nous pouvons reprendre des contenus créés par des confrères, et effectivement, les confrères de la réinfosphère reprennent nos contenus. On l'a vu notamment au moment de des différentes manifs pour tous, sur la question autour de la remigration, ou un certain nombre de choses. Donc effectivement, c'est l'objectif de Novopresse. Je pense qu'en plus, dans l'évolution, dans l'éveil des consciences, dans la mise en place de nouveaux paradigmes et de faire apparaître des nouveaux paradigmes, notamment en période électorale, mais au-delà des périodes électorales, Novopresse a vraiment sa place. C'est-à-dire Novopresse veut vraiment un outil à la fois de réinformation, mais d'éveil des esprits, et en tout cas qui participe à ce que même si le terme droite, ça mérite un débat plus qui des heures et des heures et des heures et des colloques à n'en plus finir, mais ce que le Grèce avait appelé
dans son petit opuscule et lors d'un de ses colloques qui s'appelait Pour un graphisme de droite. C'est-à-dire que nous considérons qu'effectivement, nous faisons un travail métapolitique, mais à visée politique, mais nous appartenons, le travail de la infosphère et particulièrement de Novo Press, c'est un travail métapolitique. D'accord. En moyenne, vous estimez sur la source des informations, la proportion entre des informations hein, qui sortent éventuellement dans les médias grands courants, mainstream comme on dit, et que vous mettez en avant, d'accord, des choses qu'ils vont être obligés d'évoquer, ne serait-ce que parce que par exemple l'AFP en a fait une brève et qu'on le sait bien, l'AFP est devenue quand même la source principale de la plupart de ces journaux. Donc, et des choses qui viennent spécifiquement de vous. Quelle est la proportion ? C'est quoi ? C'est du 50-50 aujourd'hui ? Oui, ça peut être du 50-50, ça dépend, mais ça dépend même parfois. Ce qui peut être intéressant, c'est que sur un fait global dont que l'AFP reprend, et que donc ensuite les médias mainstream du système reprennent, nous, parfois, on peut avoir un fait particulier qui rend les choses, par exemple, de différentes manières. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, pour différentes choses, par exemple sur la collusion entre les antifas et les magistrats à Lyon, où là on avait fait un travail assez poussé d'enquête, effectivement. On avait arrivé à prouver que, par exemple, la source, en remontant la source, donc en faisant un travail d'enquête journalistique, ce qui est la base quand même du journalisme, en tout cas du journalisme d'enquête, de montrer qu'effectivement, il y avait quand même quelques éléments qui prouvaient que les copains de mairie qui attendaient, et qu'ils n'étaient pas des pauvres victimes innocentes, mais ça d'autres, et puis même d'autres choses sur effectivement la mise en avant de tout ce qui est, on va appeler le grand remplacement des chiffres. Non pas... C'est-à-dire que nous, on considère qu'il ne s'agit pas d'inonder de chiffres, mais parfois, on considère qu'un simple fait est parlant de lui-même. Il n'y a pas besoin d'éditorialiser. C'est-à-dire que le fait est tellement sidérant, tellement étonnant, qu'en lui-même, il participe. Par exemple, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le fait, par exemple, que Souad Mera continuait à toucher, en tant que mère isolée de plusieurs enfants, on va dire des primes importante de la part de la caisse d'allocation familiale, quand on sait qu'en plus, en même temps, on considère que on va réduire les primes d'allocation familiale pour un certain nombre de familles françaises sous prétexte que les gens gagneraient beaucoup d'argent. Au début, il y a eu une période, on le sait, où certains médias ont pu se faire attraper par Novo. C'est-à-dire qu'à un moment, ils reprenaient des brèves ou des informations de Novo. Est-ce que le système médiatique a développé ses propres anticorps ? Est-ce que globalement, aujourd'hui, Novo fait partie des blacklistés, des sites que les journalistes ont interdiction d'aller voir ? Ou est-ce qu'on peut encore observer parfois des reprises de brèves ou d'articles de Novo qui échapperaient à la censure et à la chape de plomb ? Alors je pense que c'est plus subtil. Ils sont arrivés, ils ont un peu ce qu'on appelait la jurisprudence minus, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire ou comme ce qui arrive avec notre ami Emmanuel Ratier pour Fait Document, c'est-à-dire que nous sortons l'information, on la met en avant, eux attendent voir, et donc si ça crée un buzz et donc un intérêt médiatique, eux vont la reprendre, mais vont la réécrire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous citer une extension, ils vont reprendre sans même nous citer, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus subtils, mais on sait que ça vient de nous, quoi. Des projets, des évolutions, donc vous en parliez un petit peu, le fait de continuer à évoluer, une ou deux pistes ? C'est surtout on va essayer donc de développer de plus en plus nos contenus propres, notamment des entretiens, mais faire comme expliquait l'ami Bergeron dans un entretien qu'il nous avait accordé avec Samuel Martin pour présenter la nouvelle formule de présent. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est un site de réinformation, donc on est un site d'actualité. Donc c'est-à-dire que oui, effectivement, on va mettre en avant un certain nombre de tribunes, de textes un peu plus profonds, même y compris dans nos entretiens. Mais en même temps, on doit rester un site d'actualité parce qu'on considère que les faits sont marquants et que ça soit effectivement ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui s'est passé par exemple avec les manifs pour Gaza, où on l'a traité d'une certaine manière, ou les manifs pour tous, ou un certain nombre d'autres faits importants. Les entretiens, je pense que c'est un peu notre originalité et on essaye de les mettre en avant. Donc là, on a fait un petit coup assez drôle avec un de nos rédacteurs qui est le camarade Guillaume Le Cabonnel, c'est qu'on a réussi à interroger Serge Latouche, qui est un des papes, si ce n'est le pape de la décroissance. Je pense, pour l'instant, il n'y a pas une réaction immédiate, mais je pense que dans les prochains numéros de la décroissance, à mon avis, un certain nombre de personnes vont s'offusquer. Mais peu importe nous dire que nous considérons que nous sommes... on est un média identitaire, c'est un média qui appartient au mouvement identitaire, mais en même temps, on ne s'interdit rien. On se permet de tout reprendre même.
Quelqu'un qui veut participer à nouveau, ce qu'il fait, il vous écrit, il vous contacte. Il nous contacte, alors l'adresse c'est rédaction@novopresse.info. Et voilà, il propose ses sujets, on le contacte, voilà, on voit quelles sont ses marottes. Mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui effectivement a des sujets, sait écrire, parce on est quand même attaché à le fait qu'on ne doit pas passer 4 heures entre les fautes d'orthographe et quelqu'un. On ne demande pas une dissertation de philosophie, on demande quand même des rédactions de brèves. Mais Ça tombe bien parce que sinon elle ne sera pas lue. non, mais c'est important parce qu'il y a parfois, on a des gens de très bonne foi qui veulent vraiment donner un coup de main, qui sont intéressés, mais non, on reste quand même, on se veut un site, on est un site, même si ce que j'expliquais tout à l'heure, on est bénévole, on est quand même un site qui se veut professionnel, en tout cas dans la forme, dans le contenu. Donc moi j'ai une formation de journaliste, donc j'ai travaillé dans la presse, donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a confié la rédaction en chef de Novo Presse, en plus d'être un militant identitaire, parce que voilà, c'est les deux vont ensemble. Une petite, juste pour finir, combien de temps par jour en moyenne tu consacres? C'est un travail à plein temps. Non, mais honnêtement, c'est un travail à plein temps. C'est la recherche d'informations, c'est de la veille d'informations. Parce que comme on est un site quotidien, il y a un certain nombre de faits qu'on est quand même obligé de regarder. Quand on sait qu'il y a un événement majeur qui même sort, on est obligé d'en parler. C'est une nécessité, mais on est une équipe. Mais en tout cas, oui, moi, quand je suis... il m'arrive parfois d'y passer vraiment des heures, parce que c'est aussi l'animation de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on considère qu'on s'en est rendu compte aussi dans l'analyse des statistiques de Novo Presse, et ce qui participe aussi de nos réflexions régulières sur l'évolution de la formule, de la forme, de la maquette ou du type d'information, c'est que maintenant, il y a 10 ans, effectivement, les gens venaient directement. C'était le fameux accès 10 ans, les gens nous mettaient en favoris dans leur liste. Maintenant, c'est les gens, pour consulter Internet, ils ont 2 outils qui s'appellent Facebook et Twitter. Donc, on se doit à la fois de se servir de ces outils-là pour trouver l'information, parce qu'on la trouve et que ça participe aussi. Et en même temps, on doit s'en servir nous aussi pour diffuser notre information. Donc aussi, il y a tout un travail de veille et de participation sur les réseaux sociaux, qui est un vrai travail, je pense, maintenant, de journaliste. D'accord, oui, puis qui, d'ailleurs, certaines personnes, c'est devenu leur travail. Ils le font pour des entreprises, etc. Par exemple, il y a une formule qui avait été lancée, alors certes, ils sont discutables, qui est le lab sur Europe 1, qui est parfois de reprendre un certain nombre de tweets. Vous avez un petit texte d'accroche et on a un tweet. Et donc nous, c'est une formule qu'on a lancée, et notamment ce qui nous a apporté beaucoup de flux et de visiteurs, que ce soit lors des manifs pour tous ou lors des manifs en soutien à Gaza, avec les incidents. C'est-à-dire que au lieu de compter sur l'AFP, donc sur une information biaisée qui prend un certain temps, qu'il faut réécrire, hop, on mettait les tweets avec un certain nombre de photos. Techniquement, c'est possible. Un texte d'accroche en anglais, c'est-à-dire qu'on donnait notre conception, en tout cas rappeler quelques éléments. Et effectivement, ça demande tout un travail de veille et d'être capable, de compétences pour être capable. C'est très vite mis. Après, on a l'impression que c'est vite fait. Oui, c'est vite mis, mais il y a tout le travail de veille quand même sur les réseaux sociaux. Et effectivement, oui, il y a ce qu'on appelle maintenant les community managers, qui est des gens qui en font leur travail à plein temps. Très bien, au plaisir de te revoir quand tu passes à proximité de notre futur ex-futur studio pour le thème qui te conviendra. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci.